vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique où des questions importantes qui retiennent l'actualité dans ce domaine-là sont mises sur la table. Nous tentons avec un invité sur le plateau, nous tentons justement de les décortiquer. L'actualité dans le pays reste dominée par cette affaire de la loi Tchiani. Vous le savez, peut-être que vous l'avez suivi. La Chambre basse du Parlement a donc décidé d'aligner ses projets de loi pour cette session du mois de mars, du coup, tollé dans le rang des politiques et plus précisément dans le rang d'Ensemble pour la République, l'ensemble des Moïse Katumbi Tchapoué. On tentera un peu de voir clair par rapport à cette loi qu'on appelle la loi Tchiani. L'Est de la République, le M23 qui disent quitter Bunagana, mais désormais l'entité est contrôlée par les forces ougandaises avec ordre FARDC de ne pas s'y approcher. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? On reviendra également sur la sortie du gouvernement, surtout que depuis que le gouvernement est sorti, nous n'avons pas réussi à avoir cet invité avec nous. Notre invité du jour, c'est donc l'honorable Mike Mukeba Nkosso, qui est donc en ligne avec nous depuis Kinshasa. Honorable Mike, bonjour. Bonjour, Père Loire. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député national. Qu'est-ce que j'ai dit? Provincial de la ville de Kinshasa. Vous êtes membre d'Ensemble de Moïse Katumbi. Vous avez été récemment nommé comme communicateur. Ça veut dire quoi, communicateur d'Ensemble? Vous, Daniel Safou et Francis Kalombo, on vous a nommé des communicateurs. Qu'est-ce que cela signifie un peu? Il faut dire que nous avons été nommés communicateurs nationaux. Donc, en fait, nous sommes appelés à épauler les porte-parole du parti. Donc, nous sommes les auxiliaires du porte-parole dans son ensemble, tant au niveau du parti en lui-même qu'au niveau du leadership du parti. Et cela, nos nouvelles attributions que nous avons assumées avec dévouement et loyauté. Ah, donc vous êtes un peu de croix des communications d'une certaine manière pour la vulgarisation, pour communiquer un peu d'une certaine manière le point de vue du parti, c'est ce que je veux dire. Ouais, vous avez trouvé le mot juste. Ok. Merci beaucoup, Mike Mukeba. Et on va parler de Kinshasa parce que c'est une ville que vous aimez beaucoup, peut-être vers la fin de cette émission. Mais l'actualité reste quand même dominée. Mike Mukeba, il parle, comment il faut appeler ça, une sorte de bastonnade du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Bossembe, qui a été passé à tabac à Paris. Je crois que c'était avant-hier. Première question. Quel est votre point de vue par rapport à ces actes dont a été victime Christian Bossembe? Je commence par dire toute ma compassion à Christian Bossembe. J'ai été très très affecté quand j'ai appris ces nouvelles. J'ai même pas été capable de regarder la vidéo jusqu'au bout. Tellement que c'était cruel pour moi. J'ai dû m'arrêter et tout de suite tweeter pour condamner cet acte-là et dire à ceux qui ont commis aux auteurs de cet acte-là que nos contradictions et nos divergences ne peuvent pas prêter au recours à la violence pour régler des différends politiques. Je l'accepterai jamais comme je l'ai jamais accepté par le passé. J'appelle nos compatriotes de la diaspora à la modération. Nous avons déjà ici une situation dramatique que nous vivons. C'est nos propres compatriotes de l'Est qui sont violentés et nous qui bénéficions encore de la liberté, plutôt que de chercher comment libérer nos compatriotes de l'Est, nous commençons à utiliser la violence les uns contre les autres. Ça n'aidera pas à consolider la démocratie et à faire avancer le pays. Je m'oppose, je dénonce, je condamne énergiquement ces actes-là. Mais en même temps, pour moi, c'est l'occasion d'une interpellation à l'endroit de Félix Tshisekedi et de son pouvoir. Et en fait, cette violence physique, elle est partie de quelque part. UDPS, qui est aussi au pouvoir aujourd'hui, qui condamne ces actes-là, a eu
UDPS a encouragé ces actes et des officiels congolais ont été passés à tabac. À l'époque, je m'étais tu, je peux peut-être alors accepter de partager ma responsabilité si je m'étais tu, mais aujourd'hui, j'ai dit que ça venait de l'UDPS et que ça se poursuit encore. À Kinshasa, quand vous entendez les communicateurs de l'UDPS, c'est comme s'ils avaient affaire à des ennemis et non à des compatriotes. La violence verbale qu'exercent les communicateurs, les responsables de l'UDPS sur d'autres compatriotes est inadmissible. Quand Auguste Lagaffe prend la parole, c'est pour attaquer le compatriote. Vous parlez d'Auguste Lagaffe, c'est quoi? C'est Augustin Kabouya? Bon, appelez-les comme vous le voulez. Alors, il y en a même qui sont passés maîtres dans cet art-là. Ils ont un certain... ce qui arrive, l'UDPS c'est le premier responsable, c'est ce que vous voulez dire. Si Christian Bossembe a été tabassé... Non seulement le premier responsable, mais que l'UDPS continue à entretenir ces climats, l'inimité pratiquement entre Congolais, à souffler sur le braise plutôt que nous nous mettions dans une logique d'adversité. Ils ont un type spécialisé dans insultes, un certain, je ne le connais même pas, grand dinosaure. Je ne sais pas si celui-là a des parents et des amis et de la famille. Parce que le propos ordurier qui sort de sa bouche, s'il avait des parents, des amis et de la famille, il aurait dû déjà être interpellé. Il y en a une autre ici qu'on appelle, je ne sais pas, Mouniéré, qui traite de métis d'albinos. Donc il stigmatise au même moment et les métis et les albinos. Et il n'y a aucune condamnation sur cette violence verbale au quotidien. Il y en a une autre ici, c'est une dame qui passe avec des godemichés sur des plateaux de télé et elle est réputée proche du chef de l'État. Aucune condamnation qui prétend que c'est notre pouvoir à nous, le Balouba. Il y en a qui s'en sont pris avec véhémence contre Denis Mukwege, allant jusqu'à insulter les femmes de l'Est dans leur partie intime. Et ça n'a même pas prêté à une condamnation. Il n'y a pas eu même le moindre remords, exprimé le moindre regret. Donc, en fait, Félix Tshisekedi laisse faire. Et donc, ces hommes se livrent à cette violence. Et par la suite des extrémistes. Donc les actes les plus violents. Bossembe a récolté ce que l'UDPS a semé, si je vous comprends bien. Ah oui, je le dirais ainsi. Je le dirais ainsi. Nous en sommes victimes au quotidien ici. Daniel Safouane a été victime il y a quelques jours. Insulté copieusement dans le parti le plus intime. Insulté par un certain, je ne sais pas. Et ça n'a jamais été le Congo. J'ai été opposé au régime de Kabila, mais la dérive n'a pas été à ce point. Pas à ce point. D'avoir comme égérie du pouvoir des personnes spécialisées dans les insultes, dans les attaques les plus virulentes vis-à-vis des adversaires politiques, c'est inadmissible. Inadmissible. Je crois qu'il est l'occasion, avec cette affaire Bossembe, que Félix Tshisekedi comprenne que son pouvoir va à la dérive et que l'UDPS participe beaucoup à l'entretien de ce climat de violence s'il n'en est pas, si l'UDPS n'en est pas elle-même le moteur principal. Avant de quitter un peu cette affaire Bossembe, j'ai regardé les réseaux sociaux. Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment aussi que ceci relèverait, je sais qu'à un moment donné, vous avez été parmi les personnes qui ont dénoncé l'arrivée de Bossembe au CESAC, lorsqu'il a convoqué Peter Tiani avec des lettres assez alambiquées dans un français, dans une langue qui s'apparente en français. Je vous ai vu également monter au créneau. Est-ce que vous comprenez que quelqu'un qui est président, comme on peut dire chef des corps, aille loger dans un hôtel, dans un taudis? Est-ce que vous comprenez que Bossembe, qui a la casquette du président du CESAC, se retrouve après son agression accompagné de combattants d'autres camps qui appellent à la vengeance? Est-ce que vous comprenez que de manière assez habillée aussi légèrement malgré ses fonctions, que sans l'ambassade, que sans les consuls, que Bossembe aille porter plainte dans ce contexte-là, il y a aussi beaucoup qui critiquent les actes du président du CESAC après cette agression-là. Ouais, je ne sais pas où il était logé, mais je ne vais pas entrer dans ces détails-là parce que je n'ai pas assez d'informations. J'ai suivi ce qui a été dit par Perrault Louara dans un tweet et aussi Jean-Marie Kassamba, selon ce qui m'a été reporté. Mais en tout cas, j'en fais pas beaucoup de cas, c'est pas ça l'essentiel. Ce que moi je condamne, c'est de le voir apparaître, avec des non-officiels
autant violents que ceux qui l'ont violenté à lui, alors qu'en tant qu'officiel, il aurait dû garder une attitude responsable et s'adresser aux Congolais tout seul ou peut-être à partir de l'ambassade. Je l'ai dit, j'ai échangé sur cette question avec Freddy Tioyo. J'ai dit que je regrettais beaucoup que Bosembe ne se rende pas compte qu'il est revêtu d'un statut officiel. Donc, je répète ici ce que j'ai eu à dire en privé à Freddy Tioyo, que c'est très très regrettable de sa part. Je ne sais pas, de ne pas se rendre compte qu'il est officiel en déplacement. Et je ne sais pas s'il était en visite privée ou en visite officielle, mais en tout cas, il reste un officiel. Et c'est regrettable qu'il se prête à ce jeu-là. C'est cela qui va nourrir la violence. Mike Mokebaï, on va vite refermer cette affaire des Bosembe pour qu'on aille dans l'actualité. Mike, l'actualité restait dominée quand même par cette affaire de la loi Tiani. Finalement, l'Assemblée nationale a décidé d'aligner la loi Tiani sur le calendrier des matières législatives à traiter pour cette session du mois de mars. Il y a une sorte de levée des boucliers au sein d'Ensemble pour la République. Vous persistez, vous signez que cette loi est une loi discriminatoire, est une loi qui s'attaque à Moïse Katumbi alors que Katumbi n'est pas cité, alors que la loi est impersonnelle. Pourquoi ça doit vous déranger dans un contexte où nous sommes en guerre, dans un contexte où il y a des élans de balkanisation, que nous ayons une loi qui protège notre souveraineté en verrouillant l'accession à certaines responsabilités au sommet de l'État? Bon, je vais commencer par demander aux Congolais depuis désigner cette loi-là comme la loi Tiani. Nous avons des informations sûres qu'elle a été imaginée dans les officines de l'UDPS avec des bénédictions qui remontent jusqu'au plus haut sommet de l'État. Nous en avons la certitude, donc c'est la loi UDPS, ça c'est clair. Elle a été alignée avec beaucoup d'irrégularités, vous l'avez vu vous-même. Elle n'a pas été débattue au niveau de la conférence des présidents, ça c'est clair. Et l'auteur a dû faire un rappel en pleine plénière pour dire que sa proposition n'était pas alignée et il lui a été demandé donc de déposer l'accusé de réception de sa proposition. L'accusé de réception qu'il a déposé n'est pas lié à cette nouvelle proposition, mais à la précédente proposition qui avait été rejetée. Donc, nous avons assez d'arguments pour attaquer cette loi-là sur le plan du droit et la faire tomber. Elle n'a pas été alignée régulièrement. Mais contrairement à ce que beaucoup pensent, disent que nous sommes très préoccupés par cette loi, ce n'est pas notre souci, ce n'est pas le souci de Moïse Katumbi. Il y a pire que celle-là, que cette proposition de loi. Et les Congolais ne voient pas venir, même vous, les journalistes, vous ne voyez pas venir. En fait, la loi Tiani est utilisée aujourd'hui comme un prétexte pour déboucher à une révision constitutionnelle. Et laquelle révision constitutionnelle ne se limitera pas seulement aux dispositions liées à la loi Tiani. C'est cela le grand piège. En fait, Félix Tshisekedi, les siens se rendant compte qu'il n'a pas de bilan et qu'il ne pourra pas battre campagne au risque de se faire conspuer dans certaines parties de la République, ensemble, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ok, on prend un prétexte de la loi Tiani, mais on aligne aussi une proposition de loi portant révision constitutionnelle. Alors, qu'est-ce qui est prévu des objectifs inavoués? C'est qu'il est prévu d'amender la Constitution pour que finalement l'élection du président de la République se déroule au suffrage universel indirect. C'est cela ce que cache cette loi Tiani. Et beaucoup d'entre nous ne prêtent pas attention à ce jeu-là. Et remarquez que tous qui ont été acteurs de la révision, la fameuse révision à l'époque de Kabila, tous qui ont été acteurs au premier plan sont aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, Lumanou, Bochab, Lutundula, ils sont là avec lui. C'est ce à quoi ils sont en train de réfléchir. Et donc, s'ils arrivent à faire passer cet amendement constitutionnel, que donc l'élection présidentielle se déroule au suffrage universel indirect, en ce moment-là, le premier mandat de Félix Tshisekedi ne sera pas pris en compte, étant entendu que celui-là s'est déroulé, a été exercé dans un autre cadre constitutionnel dont il lui restera la voie ouverte devant lui pour avoir 2 autres mandats constitutionnels. C'est à ces pièges-là que nous tendons. Et beaucoup d'entre nous n'y prêtent pas attention. Nous sommes tous focus, et j'ai fait même la remarque à ceux d'entre nous d'ensemble qui restent focus sur la loi Tiani pour dire que nous tombons dans le piège du pouvoir de Félix Tshisekedi. Vous savez comment ça s'est passé à l'époque de Kabila. On a miroité aux députés que ce sera ça l'essentiel de la révision constitutionnelle. Quand un député est nommé en responsabilité comme ministre, à l'époque, il n'avait pas la possibilité par la suite de reprendre
son siège de député. Et on leur a fait croire que ben, c'est cette disposition-là qui est essentiellement concernée. Mais une fois l'examen de cette révision entamé, il y a eu pire. Kabila et les siens avaient, comme aujourd'hui, essayé de prendre le pouls des Congolais et s'était dit qu'à 2 tours, Kabila ne l'emportera pas. Et un discours a été inoculé, bien avant, véhiculé, pour préparer le Congolais en disant que nous dépensions beaucoup trop d'argent pour les élections. Comme si les milliards des élections générales à dépenser sont à libérer en une seule année. Non, ce n'est pas en une année, c'est sur 5 années. Et ces discours a préparé cette révision constitutionnelle. C'est comme aujourd'hui, vous avez entendu un discours quasi analogue, que ça nous coûte cher, que nous avons la guerre, ainsi de suite. C'est à quoi nous devons nous dresser. Et donc ici, pour vous, la loi Noël-Tiani n'est pas le vrai problème. La loi Noël-Tiani, c'est une véritable distraction. Elle est un prétexte pour déverrouiller la Constitution sur des dispositions verrouillées. Elle est un prétexte. Elle est un prétexte. Pourquoi? Parce que cette loi, la proposition de loi Tiani a suscité, de loi UDPS plutôt, a suscité un débat comme quoi que ça ne pouvait pas être possible sans révision constitutionnelle. Et donc, nous devons aller vers une révision, mais une révision qui va concerner des dispositions au-delà de la loi UDPS. C'est cela le gros piège. Et donc, le moment de lancer une interpellation au cardinal Fridolin Ambongo, à d'autres, à tous les leaders de l'opposition, Joseph Kabila, Martin Fayoulou, Denis Mukwege, Augustin Matata, et même à mon propre leader Katumbi, je ne sais pas si il a vu venir cette menace-là, mais en tout cas, c'est l'occasion de les interpeller tous pour que nous nous dressions contre cette révision constitutionnelle. Elle est programmée. Pourquoi on n'en fait pas un débat public? Quelle est la substance de cette révision constitutionnelle? Personne n'en parle. On a choisi un député médiocre, un véritable plouc, qui n'a pas la capacité de réfléchir pour lui confier la mission. Un autre député assez averti dirait « je ne peux pas porter ça, ça risque de diviser mon pays ». Donc on a associé un député plouc à un autre plouc, prétendument cadre de la Banque centrale, mais plouc en réalité, 2 ploucs pour porter une initiative qui va diviser le Congo. Surtout dans sa dimension de la révision constitutionnelle. Qu'on nous dise aujourd'hui quelle est la substance de cette révision constitutionnelle. Non mais soyez calme, vous leur prêtez des intentions, personne ne connaît. Que les ploucs qui portent cette initiative viennent dans des débats convaincre les Congolais Mike Mukebai, sur cette révision constitutionnelle. Mike Mukebai, est-ce que vous ne leur prêtez pas des intentions? Est-ce que vous avez des assurances que la révision de la Constitution portera sur le changement? Je suis un homme informé, je sais ce que j'ai dit. Ça, c'est de 1. De 2. Mais vous, journalistes, vous devez être autant préoccupé que je le suis. Interrogez-vous sur le contenu de la révision constitutionnelle. Pourquoi vous ne vous posez pas la question? Pourquoi vous ne posez pas la question aux intéressés, à ceux qui ont initié cette révision constitutionnelle? Quel en est le contenu? Pour m'accuser, moi, de faire un procès d'intention. Il y a lieu de faire un procès d'intention, outre que j'ai des informations sur ce qui se trame, sur ce qui est ourdi, mais déjà, le fait qu'on ne livre pas aux Congolais le contenu de cette révision constitutionnelle prête à la suspicion, sur suspicion. C'est cela. Alors, on revient sur la loi Tiani. Je posais la question, vous dites que ce n'est pas une loi Tiani, c'est la loi de l'UDPS. Ceux qui défendent la loi Tiani mettent sur la table le fait que le Congo est un pays qui est en guerre. Le Congo est un pays qui subit des projets macabres de balkanisation. Ceci étant, nous devons absolument verrouiller l'accession de certaines fonctions. Est-ce que vous ne pensez pas que cet argument tient d'une certaine manière, Mike Mukebai? Allons-y tout doucement et rationnellement. C'est dommage que ceux qui sont en face n'ont pas la capacité de débattre sur des questions structurantes. Ils sont en train de descendre le Congo dans le caniveau et nous ne le suivons pas là avec les champions en la matière au Bilagave. Le Congo fait face à la guerre. Il a été fait état des infiltrations, je ne sais pas ce que ça signifie, parce que quand vous êtes en responsabilité, que vous avez un impérium, si vous décédez, vous dénichez les infiltrations, vous les anéantissez. Nous avons apporté la preuve des infiltrations qui ont été anéanties aujourd'hui. Aucune. On a anéanti des infiltrations ici et là-bas. Et alors, parlons de ces infiltrations. Si il en existe au degré inférieur. Y a-t-il eu au degré le plus élevé de l'État?
J'ai fait ce débat pour le besoin de la cause, hein, mais ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Pour le besoin du débat. Alors, il y a eu des infiltrations au niveau le plus élevé de l'État. Dans notre histoire, avons-nous connu un chef d'État ici qui a été poursuivi, qui a posé des actes de trahison pour qu'on dise qu'on a verrouillé là-bas, qu'on a verrouillé ici. Donc, vous prenez quelqu'un qui a dévoué sa vie et jusqu'à la mort, jusqu'au sacrifice suprême, comme Mamadou Ndala, et donc vous verrouillez à l'état-major que lui, celui-là, puisqu'il est de père malien, il ne peut pas accéder à la fonction de chef d'état-major général. Là où vous avez des généraux congolais, des pères et des mères, qui ruinent, qui pillent, qui volent les biens de l'armée. Et donc vous fermez cette porte à Mamadou Ndala, qui est parti dans l'au-delà avec les corps tracés partout, qui portent des traces partout, les marques sur ce qu'il a subi comme martyr pour la libération du Congo. Donc moi, Moukébaï, mon fils qui est congolais, des pères et des mères, je suis kassaïen tout autant que sa maman, et demain, donc si mon fils épouse une malienne, donc mes petits-enfants à moi perdent leur droit d'accéder, même s'ils sont nés ici et qu'ils ont grandi ici. Ils perdent sur leur droit d'accéder un jour, de conquérir, de prétendre à la majesté suprême, simplement parce qu'ils sont nés d'une maman malienne. Expliquez-moi cette logique-là. Amenez-moi ces gens-là, les deux ploucs-là, sur un plateau de télé pour expliquer ça. Donc, au fil des générations, la descendance perd ce droit, puisque tel parent s'est marié à une étrangère ou à un étranger. Comment vous pouvez m'expliquer ça? Que mes enfants, à moi, Moukébaï. C'est la logique de se protéger, Mike Moukébaï. L'explication est simple. Nous sommes un pays à problème. Nous devons trouver tout le moyen pour nous protéger d'une certaine manière. Non, les moyens, ce sont ceux-là. Les moyens, ce sont ceux-là. Est-ce que le problème a été identifié? Quel est le problème qui a été identifié et auquel nous devons apporter une réponse? Quand les groupes armés Maï font du tort aux Congolais, Codeco qui tue, donc les gars de Codeco qui a tué 100 Congolais, lui il a le droit, puisqu'il est marié à une Congolaise, et ses enfants, lui, ont le droit d'accéder un jour à la magistrature suprême. Mais les Codeco, ils tuent des Congolais. Codeco qui tue, là, Codeco est quoi? Codeco est avant tout une coopérative. Les problèmes les plus fondamentaux, nous n'y réfléchissons pas. Par exemple, cette loi-là qui ouvre, la loi sur l'exploitation des mines, qui ouvre la voie à l'exploitation artisanale. Et les sources de problèmes. Vous permettez aux artisanaux d'exploiter, et ils exploitent. Le lendemain, les mêmes mines à leur possession sont ravies par des entités beaucoup plus importantes, des multinationales, de gros investisseurs. Ces gens-là se sentent frustrés. Et ils prennent des armes, ils commencent à racketter, à attaquer. Donnez-moi les objectifs politiques de la Codeco. Mais la Codeco est pire que l'M23. Hein? Ça, nous ne nous posons pas la question, est-ce qu'il ne faut pas réformer cette loi-là sur l'exploitation artisanale de nos mines? Regarde les dégâts que cette loi-là fait dans le Katanga, dans les mines artisanales de cobalt, où il y a plus de 250 000 personnes employées, exposées à des risques radioactifs. Ça, ce n'est pas une préoccupation du pouvoir UDPS qui préfère aller dans le caniveau que celle d'interroger sur l'avenir des Congolais. C'est dommage qu'un pays se retrouve entre des mains autant inexpertes. Je peux comprendre, à la limite, mais de mains inexpertes comme ça, impossible même d'engager la contradiction. Parce qu'en face, il n'y a rien. C'est un vide absolu. C'est la vacuité totale. C'est vraiment dommage pour le Congolais. Donc, et ça ne pouvait devenir que d'un pouvoir autant tribaliste. Tribaliste à fond. Regardez, je vous donne les éléments du caractère fondamentalement tribaliste de pouvoir de Félix Tshisekedi. Lui-même, quand il sort sur la place publique, il est adulé, on l'a surnommé Moukontombolo, et il s'en félicite, il décoche un large sourire, et il répond à la foule qu'il appelle Moukontombolo. Tu sais ce que ça signifie Moukontombolo? Ce n'est pas Igwe, comme on le dit de Bemba, chef en langue nigériane. Ce n'est pas Raïs, comme on le dit de Kabila en Swahili à Bora. Non, ça signifie l'homme de Tombolo, son propre village. C'est le nom du chef dans la descendance de son village. Donc le Congo est réduit à une tribu appelée Tombolo. Et le chef de l'État est fier qu'il soit adulé Moukontombolo. Comme si nous avons un Mounyanga à la tête du pays et quand il sort Mounyanga, Mounyanga, Moussinkombe, Moussinkombe. Voilà à quoi nous sommes réduits avec l'UDPS, mon Dieu. Hein?
Et vous allez par ailleurs, vous avez un individu, Bourgmestre d'une commune ici dans la ville de Kinshasa, qui fait un discours public, qui dit que nous ne sommes pas le pouvoir, nous n'avons pas le pouvoir, mais nous sommes le pouvoir. Nous, les Kassaïens, nous sommes criés pour régner sur les autres. Il n'y a eu aucune condamnation. Aucune, pas une seule. Vous avez une femme qui sort avec des godemichés sur des plateaux de télévision qui dit pouvoir d'Abissou Balouba. Ça n'indigne personne. Vous avez un jour une manifestation qui est partie de je ne sais où, de 4 autres tribus de Kabea Kamwanga, parce que Kabea Kamwanga est le territoire des Bakantombolo, mais là-dedans il y a 4 autres tribus. Les membres de 4 autres tribus sont allés manifester devant la cité de l'Union africaine pour revendiquer autant de droits que les Bakantombolo. Où avez-vous vu ça? Que cette manifestation a été autorisée. S'il fallait nous demander à manifester pour l'état de droit, il sera bastonné, lui et les siens. Ils seront bastonnés. Mais des tribus se sont réunies pour aller demander au chef de la maison civile que monsieur, tu ne t'occupes que des Bakantombolo, nous sommes aussi les tribus de Kabea Kamwanga. Voilà à quoi la République a été réduite. Sauf Félix Tshisekedi. Voilà la République. Une manifestation tribaliste, tolérée, filmée, diffusée. C'est ça. Et dans un pouvoir comme celui-ci, on ne peut assister qu'à ces dérives-là. On ne peut assister qu'à ces dérives. Et c'est normal que des gens qui n'ont rien à offrir au Congo ne soient réduits qu'au repli de soi. Non, mais c'est comme ça que vous avez dénoncé lors de votre dernière conférence de presse le tribalisme et l'incompétence. Vous dites de Félix qu'en 4 ans, il a suffisamment montré son incompétence. Ben alors, vous voulez aller chercher où ça, ou vous cherchez ça dans les résultats? Non, mais... Vous cherchez ça dans les... On parle de 16 milliards, 16 000... Mike Moukebaï, 16 milliards de dollars de budget, ça n'a jamais existé. La gratuité de l'enseignement, ça n'a jamais existé. L'idée de la couverture sanitaire universelle, ça n'a jamais existé. Quelqu'un qui amène ce genre de choses, vous ne pouvez pas dire de lui qu'il est incompétent, Mike Moukebaï. Attendez, Pero... Vous savez, par moment, je me demande si moi je ne suis pas fou, c'est que lui est fou ou eux sont fous. Vous savez ce que signifie couverture santé universelle? Vous savez ce que ça signifie? En avons-nous le moyen, même à un dixième? Vous savez ce que ça signifie? C'est lui qui porte ce projet-là. En a-t-il fait une étude de faisabilité? Dans un pays où il n'y a pas d'infrastructure hospitalière, où il n'en existe pas, où les gens n'ont pas de revenus, où l'essentiel de la population vit de l'informel. Comment vous mettez en place la couverture santé universelle? Vous trouvez le moyen où? La logistique, des infrastructures. Là, il faut marcher sur 20 km pour trouver les petits dispensaires qui n'ont que des Nivaquine. Parlons pas des Feralgan, c'est beaucoup plus moderne, des Nivaquine. Hein? Mais ça, c'est de la rigolade. Il y a des choses qui se disent ici. Moi-même, dans ma chambre, je me prends la tête, je pouffe de rire. Je dis, quoi, sommes-nous enfin des intellectuels qui ont compris la marche du pays et du monde? Couverture santé universelle, vous commencez par où? Mais ce n'est qu'une proclamation. Avez-vous déjà vu un projet déclinatoire qui décline la couverture santé universelle? L'avez-vous vu? Si ce n'est que des proclamations. Vous commencez par où? Dites-moi. Et vous me parlez d'un budget de 16 milliards que personne ne voit passer. Que dans les proclamations. Le budget du pays n'est pas à 16 milliards. Pas du tout. Pas du tout, c'est juste une proclamation. Vous avez vérifié quand ils arrivent à la reddition des comptes que c'est effectivement ce qui est collecté et exécuté dans ces proportions-là. Reddition des comptes qui ne passe même pas par la sanction de la Cour des comptes. On s'est arrangé pour que la Cour des comptes reste inopérante, afin que nous ne sachions rien de vrai sur ces proclamations d'augmentation de budget. C'est n'importe quoi. Hier, avant-hier, j'étais ici chez moi. Ma femme m'a appelé la bonne vendeuse de Pondou qui passait. Elle a crié devant moi, la botte de Pondou, elle l'a achetée à 5 000 francs. Elle a acheté la botte de Pondou. Alors que ça vaut vos 16 milliards que vous proclamez quand la botte de Pondou se vend à 5 000 francs? Et j'ai eu quelqu'un en débat contradictoire de DPS qui dit mais pourquoi la pauvre vendeuse de Pondou augmente les prix? Mais elle fait face elle-même à une hausse de prix des autres articles. Et comment voulez-vous qu'elle continue à vendre son Pondou à 1000 francs? Quand elle va acheter du chèque, le sucre, le prix a augmenté. Quand elle va acheter ceci, le transport, tout a augmenté. Elle augmente aussi. C'est aussi simple que ça. Donc vous persistez, vous signez. Le régime est un régime tribal et incompétent. Félix est tribaliste et incompétent. Ah oui. Oh, ça, il n'y a même pas à le dire, c'est évident.
C'est évident, il n'y a même pas à le dire. Il n'y a pas à le dire, vous savez, il n'y a pas à le dire. Vous savez, il y a eu des propos que des gens ont laissé passer pour lesquels je me suis dit, si Félix Tshisekedi se disait bien vraiment qu'il était dans le fauteuil du chef de l'État. Quand il se déplace, il arrive en Europe, devant le média, il dit la rétrocommission n'est pas illégale chez nous. D'ailleurs, nous appelons ça COP, alors qu'il existe au Congo des lois sur la passation de marchés publics pour réprimer la rétrocommission, pour empêcher que les gens ne se servent sur le marché public. Et votre président vous dit, en Europe, hein, devant le monde, hein, que ce n'est pas illégal. Vous pouvez vous imaginer. Vous demandez à quoi j'ai affaire, mon mec. Mike Moukébaye, on va boucler ce dossier de cette loi que vous appelez raciste, la loi Noël Tiani, avec cette question. Un de vos collègues communicateurs, Daniel Safou, nageant dans les sillons de cette loi dite Tiani, a soulevé une question de Jules Alenguete en disant que Alenguete était des pères sénégalais, qu'il s'appellerait Keïta, tout ça, tout ça. Vous êtes proche de Daniel Safou parce que vous êtes dans le collège des communicateurs. Vous connaissez la nationalité des papas de Jules Alenguete. Qu'est-ce que vous dites de cette question-là? Si je connais la nationalité de son père. Ouais, parce que c'est un communicateur comme vous qui l'a annoncé. Je m'en suis jamais préoccupé. Je m'en suis jamais préoccupé. Est-ce que Daniel Safou nous a menti sur cette question-là? Allons-y tout le monde. Je m'en suis jamais préoccupé parce que je ne pense pas que ce soit un obstacle pour qu'il accède à une autre fonction ou alors qu'il livre au travail qu'il fait, que je trouve d'ailleurs, sur lequel je m'émerveille d'ailleurs, le travail qu'il fait pour le Congolais. Daniel a eu des propos qui ne l'engagent que lui, qui n'ont rien à voir avec le parti Ensemble pour la République. Ce sont des propos de Daniel, il les assume, ça a donné lieu à un débat, d'autres ont réagi, à lui de poursuivre ces débats-là avec les autres. Donc ce sont des propos de Daniel Safou. Clair. Vous ne les défendez pas, vous ne l'expliquez pas, vous donc Daniel doit porter sa croix lui. Je ne peux pas, moi, émettre un avis là-dessus. Ce sont des propos de Daniel qui estime ou qui a des informations que le père d'Alenguete est sénégalais, du fait qu'il porte une particule dans son nom, particule, semble-t-il, d'origine sénégalaise Keïta. Moi, je siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa avec une collègue députée qui s'appelle Keïta, qui est congolaise de père et de mère. Donc nous allons maintenant chercher les origines des autres, même dans les particules contenues dans leur nom. Donc si par ailleurs quelqu'un qui m'est proche décide un jour de donner à son fils mon nom, donc son fils là n'a plus les origines de son père, il prend les miennes. C'est cela, les origines de quelqu'un, la particule dans le nom. Donc c'est cela. Donc nous commençons nous-mêmes à prêter à cette stigmatisation où les origines sont liées à la longueur du nez, à la forme des yeux. Mais quand vous cherchez la longueur du nez des Tutsis, mais vous allez retrouver la même longueur du nez du Nilotique de l'Érythrée. Alors tirez les oreilles de Daniel Safou qui est cadre de votre parti, si tel est le cas alors. Hein? Je n'ai pas ces pouvoirs-là, mais il connaît ma position, il sait ce que je lui ai dit en privé. Demandez aux instances du parti de le faire. De donner l'impression que je suis en train, moi, de prendre mes distances avec lui, pas du tout, mais il sait, il connaît ma position, j'ai eu à lui dire. Et peut-être c'est qu'aussi d'autres lui ont dit, en privé, s'il vous plaît. Ne nous amenez pas d'exposer toutes nos contradictions. Non, mais le problème, c'est que vous faites exactement ce que vous condamnez. Là aussi, Ensemble pour la République n'a pas émis une sanction contre Safou, n'a pas pris les distances par rapport aux propos de Daniel Safou. Et c'est exactement la même chose, hein, Mike Moukébaye. Hein. Et quand je parle là, vous pensez que Ensemble pour la République n'est pas concerné. Vous n'êtes pas une instance disciplinaire du parti, vous n'êtes pas une instance, voilà. Là, vous parlez mutuo proprio, ça n'a rien à voir avec, vous n'engagez pas les partis dans ce que vous dites là. Ouais, mutuo proprio, mais je suis un communicateur national du parti. Sur des questions comme celle-là, vous pouvez comprendre les liens subtil qu'il y a. Je n'ai pas ici à expliquer que j'ai posé la question à tel au niveau de la hiérarchie avant de prendre la parole, mais vous pouvez comprendre quand je parle de liens subtils. Voilà. C'est clair sur cette question-là. Vraiment, là-dessus, c'est vraiment clair. Ce qui est clair est que vous prenez vos distances par rapport aux propos des Safou. Ah, ça c'est clair. Ça, je m'assume en tant que Moukébaye. Et mon parti non plus n'est pas concerné. Clair encore. Clair encore. Ça doit être clair. Nous sommes les partis de l'exemple. Nous sommes les partis, nous sommes les partis de l'exemple, vous l'avez vu.
qu'au commencement, quand nous étions encore au frémissement pour la création de notre parti, nous avons été le premier à donner un exemple, ici historique. Les nôtres ont démissionné collectivement des institutions. Et ils ont répété, réitéré cet acte héroïque il y a encore quelques mois, en quittant le gouvernement Félix Tshisekedi. 3 d'entre nous ont pris ce courage et sont partis de ce gouvernement. Nous sommes un parti de l'exemple. Il y a des choses que nous ne pouvons pas nous encourager ou partager, ça c'est clair. Moïse Katumbi, il tient. Je l'ai dit aux Congolais, il tient, il tient. Vous savez, je vais vous dire une anecdote ici, je vais vous livrer ça va vous faire marrer. Et dans un premier temps, ça m'avait fait énerver, monter contre mon chef, après j'en ai ri. Vous savez, quand nous avons connu des attaques en compagnie de Salomon Escadela à Kindu, tout de suite après, Moïse Katumbi a appelé Maître Laurent Onyemba. Et tu sais ce qu'il lui a dit? Ça a été cynique au départ, mais très instructif pour l'avenir. Il a dit, je suis content que vous ayez connu cette expérience. Quand Laurent m'a répété ses propos, j'ai dit quoi? Qu'il est content que nous, on ait fait l'objet des attaques graves. Je dis, je suis content que vous ayez fait cette expérience. Et comme ça, vous ne le ferez pas contre les autres. Voyez-vous la compréhension de Moïse Katumbi? Il nous dit à nous que d'avoir fait cette expérience fera que nous ne la reproduirons pas contre les autres une fois que nous serons en responsabilité. Voilà l'homme, c'est cela l'homme. Et c'est cet homme que moi je suis. Voilà ces leadership dans lesquels moi je crois. Mike, parlant de leadership, l'actualité dans le pays, c'est aussi la nomination du nouveau gouvernement, avec comme particularité l'entrée de ces classiques, Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe. Je n'ai pas eu la chance de vous avoir après la sortie du gouvernement. Je voudrais quand même que vous me donniez votre point de vue. J'ai vu la toile et surtout les amis de l'UDPS en train de s'extasier, notamment avec la nomination de Jean-Pierre Bemba, en disant que bon, enfin nous avons trouvé, comment il faut dire, la réponse à l'insécurité dans l'Est de la République, un ancien chef rebelle qui a des entrées en Ouganda, qui connaît un peu la subtilité de la question de l'armée parce que lui-même il était à la tête d'une armée rebelle. Vital Kamerhe, un économiste rompu dans un contexte où l'économie est down, on en a besoin. Quelle est votre analyse et votre réaction après la nomination du gouvernement et surtout l'entrée de ces deux caciques-là, de ces deux poids lourds de la politique nationale? Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse et de parler de Salomon Escadela, puisque j'ai évoqué son nom, en tournée aujourd'hui comme représentant. Oui, en tournée. Voilà ce qui nous préoccupe, c'est ce travail-là que Salomon fait. C'est ce qui nous préoccupe ensemble pour la République. Travailler à l'implantation de notre parti, appeler le Congolais à se mobiliser, à s'enrôler. Et donc, c'est ça notre préoccupation aujourd'hui. Et j'ai vu qu'il s'y prend très bien avec Maestria, Salomon Escadela, et je l'en félicite. Autant que je félicite aussi d'autres qui sont dans l'ombre, qui l'accompagnent, même s'ils ne sont pas physiquement à ses côtés, comme Koko Moulongo, des hommes de l'ombre très efficaces aux côtés du chairman, que j'appelle toujours Chairperson 2023, ou encore Don Pierrot, Sadiki, connu plus sous l'appellation de Alitalia Kadzatu. C'est ça notre travail à nous, en tant qu'ensemble pour la République. C'est ça notre grande préoccupation. Vous me posez la question sur l'entrée de Jean-Pierre Bemba et de Vital Kamerhe au gouvernement. La première chose à retenir, c'est que Jean-Pierre Bemba n'a jamais été un stratège militaire. Il n'a pas fait d'école de hautes études militaires. Ça a été un seigneur de guerre. Il faut faire la différence, la part des choses entre un seigneur de guerre et un stratège militaire qui a fait Saint-Cyr, les grandes académies militaires. Bemba a conduit la rébellion du MSC comme chef politique. Ce qui était sur le terrain, c'était des généraux qualifiés, expérimentés comme Amouli. Encore un autre, à l'époque il était colonel, l'ex-garde civil, Ségon Kawara. Ce sont ces hommes-là qui ont conduit la guerre sur le terrain. Au fond, c'est pas Jean-Pierre Bemba. Donc, c'est trop vite fait cette association de penser qu'un seigneur de guerre peut faire un bon stratège militaire. C'est deux choses pratiquement différentes, totalement différentes. Et parlons maintenant de cette guerre. Certains ont pensé que Bemba va y mettre fin. Mais commençons par déterminer la nature de cette guerre. En fait, à l'est de la République démocratique du Congo, vous avez affaire à 3 fronts. Donc, soit à 3 sortes de guerres ou même plus. Vous avez la guerre du M23. Une guerre quasi classique avec une rébellion soutenue par un voisin.
c'est la guerre, à mon point de vue, la plus facile. La plus facile parce qu'il y a possibilité d'y mettre un terme par des voies diplomatiques. Des négociations directes entre le M23 et le Rwanda peuvent nous amener à un compromis sur le plan politique et diplomatique. Même si par ailleurs certains ne sont pas d'accord, avec cette approche, je les leur concède. Le Rwanda est tout de même un État civilisé, même s'il est agresseur ou occupant, du fait qu'il siège aux Nations Unies. Il est reconnu comme un État, donc un acteur de la politique internationale. Vous avez un deuxième front qui est le plus perfide, le plus complexe. Vous avez le front ADF. Là, nous avons affaire à des terroristes et c'est beaucoup plus complexe s'ils ne sont pas identifiés. Non, mais on dit que les ADF n'existent pas, Mike Mukeba. Comment vous relayez ce point de vue du Rwanda comme ça? Les ADF, est-ce qu'ils ne sont pas visibles? Non, le Rwanda parle des FDLR. Ah oui, vous parlez des ADF. Ah oui, ok, je comprends. Vous parlez des ADF, d'accord. Les ADF dans les Touris, les terroristes. Oui, je vois. Oui, ils frappent. Ils tuent plus que les M23. Chaque jour qui passe, il y a des morts. Ils tuent tous les jours les ADF. Et pour vous rendre compte de combien nous sommes discrets et que Félix Tshisekedi nous a tous embarqués dans son approche à lui, celle de faire une fixation sur le M23 et le Rwanda, nous ne parlons pas de la guerre des ADF. Et Emmanuel Macron est venu ici, Félix Tshisekedi ne s'est préoccupé que d'ouvrir une polémique sur la légitimité de son pouvoir. Parce qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. Mais quand Macron dit que les ADF sont tués, il faut le combattre, ils sont une question de sécurité nationale, ça ne met aucun Congolais. C'est grave ces propos-là. Les ADF ne sont pas une question de sécurité nationale, c'est une question de sécurité internationale, de temps qu'ils ont fait publiquement allégeance à Daesh. Pas des élites pour les relever, répondre Macron, pas de presse pour relever ça. C'est passé inaperçu parce que la guerre à l'Est, l'instabilité à l'Est est perçue de manière caricaturale comme la seule présence du M23 soutenu par le Rwanda. Pourtant, il faut bien que le monde accepte qu'il s'agit d'une question de sécurité nationale pour que la communauté internationale s'implique comme au Mozambique. Donc le monde nous laisse la chance à nous de nous battre contre des terroristes. Et nous, Congolais, nous laissons passer. À commencer par notre chef d'État. Ça n'a pas été sa préoccupation. Je ne sais pas même s'il a fait cas de cette déclaration de Emmanuel Macron. Ce qui a été le plus grave de tous les propos de Emmanuel Macron ici sur place. Donc il y a cette guerre des ADF. Plus sinueuse, plus sournoise, plus perfide, plus complexe. Et vous avez un troisième front. Le front des groupes armés. Les groupes armés sont nocifs, nuisent avant tout au Congo et aux Congolais. La Codeco ne tue pas les Ougandais, les Rwandais, elle tue le Congolais, on s'en occupe moins. Je me demande, qui sommes-nous? Au point où même un officiel, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qui n'a rien à voir avec l'armée, se permet une conférence de presse à Goma pour annoncer une collaboration officielle entre l'armée et les groupes armés. Les groupes armés sont des acteurs qui sont le plus hostiles, opposés à la restauration de la paix, parce qu'ils vivent de la guerre. Ils sont dans le trafic d'or, de coltan, c'est tout ce qu'ils savent faire. Quand ils ne s'attaquent pas aux pauvres commerçants. C'est un peu ça, c'est des pirates, ces gens-là. Comment vous pouvez traiter avec confédérés, l'annoncer au monde sans se gêner, sans soucier? Mais alors, au finish, qu'est-ce que vous ferez? Quand vous n'aurez plus besoin d'eux, vous allez leur demander, bon, maintenant, gentiment, retournez-nous les armes, vous pouvez. Hein? C'est quelle façon de voir l'État? Et remarquez que maintenant, là, le monde, les Nations Unies ont répondu à cette pression du gouvernement. Les Nations Unies ont demandé dernièrement, à travers une résolution, la dissolution de toutes les milices. Toutes les milices. Ces milices-là posent un problème de sécurité dans la région. Leur présence font de l'Est de la République démocratique du Congo un terreau favorable à l'installation de groupes rebelles armés étrangers. Leur présence rend la frontière poreuse, le groupe rebelle étranger traverse et ils trouvent d'autres groupes rebelles avec lesquels ils peuvent collaborer, échanger les armes, trafiquer de leur. Voilà un problème de sécurité nationale qui se pose. Et non, vous avez un ministre qui vient dire comme ça au monde, mais vous êtes quel État? Et dans l'entretemps, vous avez recouru à l'EAC, vous avez recouru à l'Angola, le ministre des Affaires étrangères qui ne comprend rien à la démocratie, à la diplomatie lui-même, dit un jour qu'il faut redimensionner la MONUSCO alors que la MONUSCO est en phase de retraite.
Ah, vous avez recouru à toutes ces forces, et puis un jour vous vous dites, non, mais vous avez même lancé un appel à la mobilisation générale, et puis vous dites, ben non, nous allons maintenant travailler de connivence avec les Wazalendo. Et c'est une question d'effectifs, ils viennent pour en fait compenser la faiblesse. Est-ce que l'armée congolaise a des problèmes d'effectifs face au Rwanda? Hein? Ou c'est un problème de motivation et d'équipement? Est-ce qu'on a un problème d'effectifs? Comment voulez-vous qu'une armée gagne la guerre? Partout on sait que les militaires vont au fond avec un sac à dos, là où il y a tout le nécessaire. Il a sa ration alimentaire là-dedans. Et même le nécessaire pour le premier soin, s'il est blessé ou je ne sais quoi d'autre. Chez nous, les militaires vont au fond avec de grosses marmites appelées ma famille. Et ils doivent chercher du bois là-bas pour faire courir le Madessou. Madessou peut toquer à 2 heures du temps. Ah, les bombes, il y a même notre petit boum! Ah, les militaires éparpillés. Vous voulez gagner les guerres et ça, Bemba pourra. Et alors, je parlais de ces différentes... Donc, au regard de ça, pour vous n'attendez rien de Jean-Pierre Bemba. Il ne va pas résoudre le problème. Attends, c'est une question. On va ajouter à cela maintenant les problèmes structurels, comme celui-là que j'ai évoqué sur la ration alimentaire de l'armée, des militaires au front. Les problèmes structurels qui sont arrivés. Ajouter à cela les nouveaux fonds qui ont été créés. Ici, là, Kouamoutou. Là-bas, Bagata, c'est pas moi qui parle de Bagata, c'est le président de l'Assemblée nationale, Mbosso. Et il a même parlé de Maluku, il dit que nos militaires, nos marins ont été tués. Combien? Nous ne savons pas. Et, très grave, le président de l'Assemblée nationale dit, en plénière publique, nous n'avons plus le contrôle de Maluku, ici dans la capitale. Alors vous croyez qu'un matin, vous prenez quelqu'un avec une bâton magique, parce qu'il s'appelle Jean-Pierre Bemba, il a conduit une rébellion, il arrive, tous ces problèmes-là sont réglés? Ça ne se réglera pas. Ce n'est pas que je souhaite son échec ou que je suis pessimiste sur l'avenir de mon pays, mais je nous trouve irresponsables parce que nous n'identifions pas le problème pour y apporter les vraies solutions. Les solutions idoines, c'est cela. Ah, maintenant, les gens sont là dans les fantasmes, Bemba va terminer. Il va la terminer comment, la guerre? Il va la terminer comment? Parce qu'à l'Est, vous avez compris qu'il n'y a plus de guerre avec l'M23. Le monde a décidé de nous imposer une solution, c'est qu'au fur et à mesure, les forces de l'EAC sont en train de récupérer les territoires contrôlés par les M23, mais en même temps, une pression est exercée sur Kinshasa pour que nous négocions. Alors, quelle guerre il va terminer? Vous l'avez bien vu, il y a une solution que nous a imposée. Le monde commence maintenant à agir à notre place. Et le président burundais nous l'a dit, nous resterons chez vous tant que vous n'aurez pas, vous, construit une armée capable d'assurer la défense des grandes frontières. Puisque si nous retournons chez nous, l'insécurité chez vous va contaminer nos frontières à nous. Non, vous ne rêvez pas. Jean-Pierre Bemba ne saura pas résoudre le problème de l'Est et de la République. Mais de quelle guerre il s'agit, puisque pratiquement là, il n'y a plus de guerre. Hein? C'est là la principale avec le M23. À moins qu'elle ressurgisse, mais sinon, les forces régionales East African Community ont bien montré qu'elles sont là pour servir de force tampon et pour faire des négociations. C'est cela, le schéma. Et peut-être réduire le champ des groupes armés. C'est les non-dits. Parce que leur présence sera que dans les parties qu'elles vont contrôler, les groupes armés n'auront plus d'activité là-bas. C'est peut-être ça ce qui est pensé stratégiquement par la région de connivence avec l'Union africaine et les Nations Unies. C'est peut-être ça. On nous juge irresponsables, surtout avec les dernières déclarations de celui-là, comment il s'appelle encore, Moïse Douzangui, qui ne comprend rien à la stratégie, qui ne comprend rien aux enjeux régionaux et aux enjeux mondiaux. Rien, rien du tout. Hein? Je l'ai vu fréquenter longtemps Pierre Lumbi, j'ai cru qu'il en avait tiré beaucoup en ce qui concerne la compréhension du monde. Parce que je le voyais quand je fréquentais Pierre Lumbi, mais lui, il en est sorti brédu, quoi. Il n'a rien compris, quoi. À cette fréquentation aux côtés d'un grand homme, il savait anticiper sur les enjeux de cette nature-là. C'est dommage. Alors, sur Vital Kamerhe et sur l'économie, là aussi, rien à faire, il ne fera rien, quoi. Oh, qu'est-ce que vous pouvez attendre en 9 mois d'un gouvernement qui n'a rien fait pendant plus de 4 ans? Qu'est-ce que vous pouvez attendre? Si c'est un peu de show que Vital fait là, hein, il se livre à un show, c'est tout. En parlant des 100 mesures, 100 mesures. Je me suis demandé, mais mon Dieu, 100 premières mesures. Mon Dieu, l'État de les mettre en application, nous sommes en 2024. Hein. C'est un homme que vous connaissez bien, hein? C'est un homme d'action, Vital Kamerhe. Oh, ça c'est du show, ça c'est du show. 100 premières mesures. Vous commencez la mise en œuvre quand?
de l'une et l'autre, 100 au total. C'est du chaud, il n'y aura rien qui en sortira. Rien, c'est du chaud. C'est un gouvernement qui a échoué, miné par la corruption. La communauté internationale n'a plus confiance. Donc c'est un gouvernement qui n'a plus qu'une seule mission, d'organiser les élections. Une seule. Une seule mission. Il n'y a plus rien à attendre de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que vous pouvez attendre de lui? Vous l'avez vu aller pendant 4 ans. Il a donné. La plus belle fille du monde ne peut donner que celle-là. Qu'est-ce que vous lui demandez encore? Il a tout donné. Il lui reste à organiser les élections qui vont sanctionner son mandat et puis un autre prendra le relais. L'hypothèse des élections, Mike Moukeba, vous y croyez encore avec un enrôlement qui claudique à ce point, des gens auprès de qui on retrouve des machines, des cartes d'électeurs par dizaines de milliers, une CENI totalement contrôlée par Tshisekedi, une cour constitutionnelle totalement protégée par Tshisekedi. Quand on regarde les élections, on commence vraiment à se dire que Kabila avait raison de ne pas y aller, non? J'ai l'impression que nous allons vers des négociations. J'ai l'impression, là je parle comme analyste. En tout cas, Félix Tshisekedi a tout fait pour amener les autres leaders à la table de négociation. Mais ne demandez pas d'embrayer dans cette voie-là. Pour que le moment venu, on nous en fasse porter la responsabilité. S'il y a des négociations, demain, il en portera la responsabilité seul. Je sais qu'on mettra un jour cette polémique-là. Ah ben c'est eux qui n'étaient pas prêts pour les autres. Nous sommes prêts pour les élections, mon frère. Pero, voilà. Ensemble pour la République attend les élections. Pamba. Avec la CENI de Kadima ou pas, avec la cour constitutionnelle de Kamouleta ou pas, vous irez. Nous avons toujours demandé de recadrer. Nous continuons à insister pour un recadrage et donc nous attendons les élections dans le délai avec un recadrage. Voilà, c'est bien clair notre position. Madame, Messieurs, vous suivez l'émission Contre nous, soit dit. Je rappelle ce soir que notre invité, c'est l'honorable Mike Moukeba Nkosu, député provincial élu de Lingwala à Kinshasa, cadre d'ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Avec lui, on est donc en train de faire la ronde de la situation, de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Mike, ça fait 54 minutes qu'on fait cette émission. Je m'en voudrais si je ne vous fais pas parler sur Kinshasa. Comment va la ville de Kinshasa? J'ai vu avant-hier, ou je ne sais pas moi, sur les réseaux sociaux, une forte pluie. Mais là aussi, là ce matin d'ailleurs, je suis en train de regarder le vice-gouverneur Jekoko Mulumba sur le terrain en train de casser le reste des quelques histoires qui restaient encore sur les grandes artères, notamment à Cheta, à Barumbu. Est-ce que vous sentez quand même que la ville commence à faire des efforts pour s'améliorer? J'ai vu la place Wenge totalement réhabilitée. J'ai vu que là, ils sont en train de faire des grands travaux au niveau du rond-point de la 7e rue. Mike Moukeba, vous qui ne voyez que le noir sur la gestion des Ngobila, jetez quand même des fleurs sur ce qui se passe actuellement, non? Ces gens ici que vous appelez les influenceurs qui sont dans les réseaux sociaux là, qui se font payer, tout ça, ces gens-là prennent les quinoa, les enfants de mon Dieu pour des oies sauvages, quoi. Est-ce que Jekoko Mulumba se prend lui-même au sérieux? Non, vous communiquez sur un peu de pelouse plantée sur le terrain Wenge. Je ne sais pas si c'est 10 mètres carrés de pelouse plantée. Vous rigolez ou quoi? Pour une ville de 10 000 km². On l'a fait aussi vers l'aéroport là. Hein? Qui s'étend de Miteli là-bas, Maluku, aller plus loin, mais Kaou plus loin, je ne sais pas jusqu'à Kenge. Un voyage de 1000 km commence par un pas, Mike Moukeba. Ouais, commencer par un pas, des fois attendre 4 ans. Ça, nous connaissons. C'est un programme chinois. Nous connaissons cette chanson de commencer par un pas. Et un pas, c'est planter de la pelouse sur 10 mètres carrés, c'est ça un pas? Vous estimez? Ça, il pouvait même me laisser la taille. Tu sais, je suis très fort dans les déjardinages. Hein. Je crois qu'avant que tu ne sois contraint à l'exil, tu étais venu chez moi, tu as vu que j'ai jardiné un peu, non? Je peux le faire, moi. Ça te coûte même pas $1000, hein? Et en une journée, je l'ai fait avec quelques 2 gars à moi. C'est ridicule, ça. Et cette affaire de coups de poing. Il y a des coins où des maisons étaient démolies et d'autres pas. Et la ville est passée, et puis c'est parti, c'est fini. La ville n'a même plus assez d'argent pour poursuivre l'opération. Est-ce que tu le sais? Poser la question à Jekoko, ça coûte combien? Combien et quels sont les sites qui ont été... C'est un travail fait sans aucune préparation. Il faut qu'une commission travaille en amont, que des sites soient identifiés, qu'on se dise que ça prendra autant de temps, autant d'argent, les coûts.
Et vous les faites en une fois, même si ça doit vous prendre une année. Ici à la Selemba, sur l'avenue de Libération, il y a eu des démolitions et puis ben, ils sont partis, ils ont oublié. Ils ont du mal à trouver du carburant à mettre dans les engins. Vous vous rendez compte un peu? Hein? C'est une opération trompeuse pour frapper l'équipe. Après avoir brillamment échoué dans tous les secteurs de la vie à Kinshasa, on vient avec quelque chose d'éclat pour frapper le genre du tape à l'œil, c'est tout. Il n'y a rien de consistant. La ville est complètement foutue. D'abord, elle est paralysée sur le plan des infrastructures. À la moindre petite pluie, il suffit qu'une goutte de pluie tombe. Plus possible de mettre son pied quelque part dans la ville de Kinshasa, c'est des embouteillages qui prendront 6 heures. À la moindre petite, les routes héritées de Kimbuta sont toutes détériorées. Avenue Colonel Beya, avenue Wangata, dont la réhabilitation sur 400 mètres n'est pas encore achevée à ce jour. Cette réhabilitation a pris 12 mois. Si vous devez prendre 400 mètres à réhabiliter une route, combien il vous faudra de temps pour construire de route? Et Lenguessa, dont la construction a commencé depuis 2019, n'est pas encore achevée. C'est à peine 6 km de route. 6 km en 5 ans. Et pour en construire davantage, 60 km, il vous faudra combien? 15 ans, 40 ans. C'est cela, non? 6 km, vous entendrez Ngobila parler de cette route, il ne vous en donnera jamais la longueur. Il vous dira toujours que cette route traverse 6 communes. Ça signifie 6 communes. 6 km en 5 ans. Qu'est-ce que cette gouvernance a fait à Kinshasa? Rien. Rien, rien, rien. Rien du tout. Les taxes de la ville sont nantis, ce qui est une pratique inégale. Donc, taxes données en avance à une banque en préfinancement d'un crédit, et la ville n'a plus assez de recettes. Je ne sais pas si celui qui arrive, comme je l'ai vu, essayer de booster la DGRK. Je lui donne quand même une chance, peut-être qu'il pourra relever la ville. En tout cas, en ce qui concerne les finances. Hein, Koulouta qui vient de la DGRK, peut-être je lui donne une chance. Peut-être que c'est Ngobila, il laisse assez d'espace et il peut peut-être changer les choses. Mais sinon, la ville est en faillite. La ville est incapable de payer ses députés, incapable de payer ses ministres provinciaux. Ils accumulent 25 mois d'arriérés des salaires. Les ministres provinciaux, même plus d'ailleurs. Les ministres provinciaux sont à 25 mois. Ah bon? Regarde. Oui, 25 mois comme je l'ai dit. Donc c'est une ville qui est en faillite. Pire que la faillite, c'est une banqueroute. Si c'était une entreprise, il fallait la fermer, la liquider. La mettre sous la gestion d'un liquidateur. 25 mois. En quelques, je ne sais pas, 44 mois, je ne sais pas combien, 50 mois de gestion, si on prend les 4 ans et quelques mois, c'est 50 mois. La moitié de ce mois-là, les ministres n'ont pas vu, provinciaux n'ont pas vu passer leur salaire. Et vous pensez qu'il existe une gestion ici? Vous pensez qu'il en existe une? Et vous avez vu ce qui a été mis à nu par Alinguetti en ce qui concerne la gestion de la ville, les finances, avec la mise en cause du ministre provincial des Finances. Hein? Et à la place de Godin, je serais très confus. Lui qui a toujours crié que celui-là, c'est un député Zododor. Il ne fait que de bruit dans le média. Nous, on travaille sur. On travaille pendant que le ministre des Finances, Jean Goï, avait créé une rubrique à lui dans les recettes de l'État appelée nivellement et prestataire à 12%. Et que dans toutes les recettes acheminées dans les comptes de la ville, 12% étaient défalqués au profit des prestataires fictifs inexistants. Ça fait combien de millions de dollars détournés depuis le début du mandat? C'est ça la gestion de la ville de Kinshasa. Et il faut être un sophiste, un sophiste pour trouver la réponse à tout ça. Comme j'ai entendu, j'ai entendu, non, j'ai failli pleurer. Quel sophistique! Aïe, aïe, aïe! Ça, il faut être Godin. Il dit en pleine plénière, du haut de la tribune de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, il dit que quelqu'un lui a posé la question, quelqu'un s'est moqué de lui pour dire, mais la principale avenue qui conduit à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à savoir l'avenue Colombier, est complètement coupée. Et il nous demande à nous députés, vous savez ce que je lui ai donné comme réponse? Je lui ai dit, ça montre que nous aimons Kinshasa. Nous avons laissé notre propre avenue se détruire. Nous sommes en train de construire ailleurs.
Nous sommes en train de nous préoccuper des problèmes des Congolais. Et c'est pourquoi nous pouvons laisser cette route ici se détruire. Pour montrer aux Congolais que nous les aimons, aux Kinois que nous construisons, il faut laisser l'avenir congolais que nous avons trouvé en état, la laisser se détruire et les couper aujourd'hui et aller construire les Nguessa. C'est ça mon truc. Non, mon Dieu. Pero, ça, c'est Golden politique. Pero, parfois j'ai envie de pleurer avec mon petit diplôme de graduat. Ah, je te jure. Finalement, vous aussi, Mike, l'IFATIC, c'est à 2 pas de là. Prenez une inscription, terminez votre cycle de licence une fois pour toutes. On parlera plus. Mon cher ami, je pourrais le faire tout comme je pourrais le faire. Je suis en train de m'inscrire à d'autres études. Je vous dirai quoi quand je vais commencer. Je m'inscris à d'autres études. J'ai une formation que je fais, une très très bonne qui pourra m'être utile pour l'avenir. Vous savez, à cet âge ici, on n'étudie plus pour aller chercher des diplômes. Mais vous pouvez impressionner les gens avec un diplôme, mais c'est le rendement, le résultat qui est le plus important. Moi, j'étudie avec des objectifs précis maintenant. À cet âge, je ne vais pas aller à l'école pour sortir de là avec un diplôme de licence et impressionner les gens. Ah non. J'ai des études que je dois entreprendre bientôt. Là, je te dirai quoi là-dessus quand viendra le moment. Donc, c'est un peu ça. Honorable Mike Moukebaï, ça a été un grand plaisir de vous avoir depuis Kinshasa. Merci d'avoir accepté notre invitation. À moi de remercier Perrault Louara, surtout pour tout le travail qu'il fait pour le pays, notamment cette affaire d'avion qui finalement, semble-t-il, a été mis au garage. Okay. Non, l'avion est en vente. Il est, à l'heure où je parle, à Saint-Marin, il est en vente. Merci d'informer le Congo. Merci. Merci beaucoup, Mike. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle que nous recevions ce soir Mike Moukebaï, député provincial élu de la commune de Lingwala à Kinshasa. Vous avez suivi. Nous avions posé des questions. Les réponses appartiennent à Mike Moukebaï. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous pour le prochain numéro de cette émission. Allez, bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.